Alors j'ai l'énorme avantage de présenter Gilo, qui est un copain de 20 ans, qui est né dans l'IoT et qui va vous parler de l'IoT et de la balance finalement carbone. Utiliser des IoT ou pas. Voilà. Je te laisse prendre place. Ah, ça y est, merci. Merci Géraldine, merci Amélie. Alors je vais avoir la tâche honorifique de vous maintenir éveillé pendant la digestion. Donc, je vais tenter de faire ça avec brio. Je vous remercie d'être encore là. Je sais que certaines personnes ont dû s'échapper parce que c'est le début du week-end. Et donc on va passer les 25 prochaines minutes ensemble où on va parler effectivement d'Internet des objets. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Vous souvenez-vous d'Internet il y a 20 ans ? Oui, vous voyez ça, hein, il y a 20 ans, 2002 à peu près. Bon, pour certaines personnes, peut-être parmi vous, ça ressemblait encore un peu à ça. Pour moi, Gilo, je démarrais dans ma vie professionnelle dans le numérique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître Géraldine. Internet, ça ressemblait à ça. C'était mon téléphone portable, mon premier objet connecté. Depuis, des objets connectés, on en a déployé beaucoup. Mais alors vraiment, beaucoup. Et cette croissance, j'ai même envie de dire l'excroissance de ces objets connectés, on l'a appris, on l'a beaucoup répété dans les 2 derniers jours, a provoqué des externalités, des impacts environnementaux et sociaux qui ne sont pas négligeables. Alors, beaucoup de ces objets sont gadgets, au mieux terminent dans des tiroirs après quelques mois ou quelques années, au pire sont installés dans la nature sans être jamais désinstallés et contribuent à l'écotoxicité du numérique. En revanche, d'autres, et c'est une observation personnelle de ma part et des associés avec qui j'ai cofondé Mavana, c'est que certains de ces objets connectés contribuent quand même positivement à au moins 8 des objectifs de développement durable définis par l'ONU. Je ne vais pas tous vous les lire, mais pour faire simple, ça nous aide au quotidien à maintenir la bonne santé de certaines personnes, à optimiser nos consommations énergétiques, etc., etc. On en parle beaucoup en ce moment. C'est une observation personnelle. Cependant, c'est une observation qui est partagée par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, autrement dit le GIEC, et qui nous disent, je cite, par exemple, le numérique, les capteurs, l'Internet des objets, la robotique et l'intelligence artificielle peuvent améliorer la gestion de l'énergie dans tous les secteurs, augmenter l'efficacité énergétique et promouvoir l'adoption de technologies, de nombreuses technologies à faible émission, incluant l'énergie renouvelable décentralisée, tout en créant des opportunités économiques. Pas mal. Mais juste derrière, et c'est les petites lignes qui sont dessous, ils nous mettent en garde sur ce qu'on appelle l'effet rebond. On en a un peu parlé, pas énormément dans les 2 derniers jours, mais l'effet rebond, pour faire simple, c'est quand on optimise d'un côté et que quelques augmentations se font de l'autre. Ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais je voulais quand même le mentionner, et c'est un des sujets de l'IoT. Donc, l'Internet des objets et le numérique de manière générale peut nous aider à optimiser tout ça. Le GIEC nous dit, après avoir épluché les 1400 pages du dernier volet, du dernier rapport qui est sorti un peu plus tôt cette année, voici la conclusion. On en a fait une synthèse chez Mavana. Je ne vais pas tous vous les lire, vous lisez plus vite que je ne parle. Mais voici quelques cas d'usage que le GIEC reconnaît comme étant utiles, ou bien pour se substituer à certaines activités humaines les plus émissives, ou bien pour optimiser nos consommations énergétiques, nos émissions carbone et certaines autres externalités environnementales quand elles sont bien pensées et bien intégrées. Le problème, c'est que l'IoT, c'est complexe. Donc l'IoT, l'Internet des objets. Et c'est complexe parce que c'est la convergence de tous les pans du numérique. On parle d'électronique, de logiciels embarqués, web, de réseaux, de cybersécurité et d'intelligence artificielle. Alors quand on parle de numérique, on en a beaucoup parlé, on a vu qu'il y a beaucoup de problématiques. Et bien en fait, elles sont toutes en train de converger dans un seul domaine qui s'appelle l'Internet des objets. Et ça, ce n'est que le premier problème. Le deuxième problème, on l'a beaucoup dit, c'est que quand on parle d'objets, on parle de matérialité. Et comme le
la plus grande part des impacts environnementaux du numérique se situe dans le matériel, il est alors normal qu'on se pose la question de est-ce qu'il est vraiment intéressant d'utiliser l'Internet des objets pour aider ces différentes optimisations que j'évoquais plus tôt. Alors, fort de ce constat, nous avons créé Mavana, dont la raison d'être, c'est d'aider les organisations à identifier puis à réduire leurs impacts environnementaux quand c'est pertinent avec le numérique et plus particulièrement avec l'Internet des objets. Et cette pertinence, on la qualifie en tant qu'utilité, en regardant l'adéquation technologique, l'adéquation sociale, la rentabilité économique et la rentabilité environnementale. Ce que Géraldine parlait de la balance. Donc on regarde quels sont les coûts, quels sont les bénéfices, et notre objectif, c'est d'aider les organisations à identifier qu'est-ce qui est vraiment pertinent de mettre en place dans leur cas particulier. Je vais vous donner un exemple, et puis ensuite on va rentrer un peu plus dans les détails de ce que ça veut dire. Un exemple très simple que vous allez comprendre assez facilement. Un cabinet de mesures sanitaires qui mesure la qualité de l'air et de l'eau dans les bâtiments publics, les écoles, les mairies, les piscines, etc., qui travaille donc dans des services environnementaux et qui vient nous voir parce que un de leurs problèmes, c'est que quand bien même ils travaillent dans les services environnementaux, ils ont une empreinte carbone pas négligeable parce que leur activité principale, c'est de prendre un véhicule, de se déplacer sur site, sur un bâtiment, d'effectuer un audit, de rentrer au bureau et de faire une analyse. Alors, le patron de cette PME, qui est une petite entreprise de 23 salariés, est venu nous voir pour nous demander d'optimiser le temps, le carburant et le confort de ses ingénieurs qui passent beaucoup de temps en voiture. Et on l'a fait en analysant ce qu'on appelle leur activité d'aujourd'hui, c'est-à-dire leur scénario de référence. Alors, le scénario de référence, ça ressemble à ça. L'ingénieur prend son véhicule, se déplace, va effectuer des mesures sur site, ça dure environ 3 ou 4 heures, va se déplacer de nouveau pour entrer au bureau et va ensuite passer quelques heures, voire quelques jours à faire de l'analyse et à rédiger son rapport. Et à chacune de ces phases, à chacune de ces étapes de cycle de vie, on va associer un score financier, environnemental et social, c'est-à-dire de qualité ou de conditions de vie de travail. Et en réalité, comme je dis, c'est un cycle. Donc sur la gauche, vous voyez ici, il y a le bureau, il se déplace, il fait la mesure, et puis ils font ça régulièrement. Alors on compare ce scénario de référence avec un scénario où serait introduit une solution connectée installée dans les 10 bâtiments qui sont en train d'auditer. Alors comment on fait ça? C'est ce que je vais voir dans la partie suivante. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, ce qui est assez simple, c'est qu'on identifie vite, bon, ils font de la mesure de la qualité de l'air, existe-t-il des capteurs qui permettraient de collecter ces informations et de les télétransmettre? Il s'avère que ça existe, donc on a pu identifier différentes alternatives. Il y a des cas où c'est un peu plus compliqué. Notre approche, c'est de toujours tenter de trouver une solution du marché. On a évoqué un peu l'éco-conception dans les séances précédentes. L'éco-conception, ça commence par ne pas avoir à concevoir quelque chose de nouveau. Donc on essaye déjà d'identifier ça, et c'est la connaissance de marché que Mavana apporte à différents clients, identifier quelles sont les solutions du marché qui existent, qui est adéquate pour leur situation donnée. Imaginons qu'on ait trouvé la solution. À ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle l'approche décisionnelle, et je reprends ici les différentes phases de manière très brève. Première chose, c'est ce que je viens de vous faire, on décrit la situation de référence sans IoT, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue quantification, environnementale et financière notamment. Ensuite, on sélectionne une solution IoT qui est pertinente pour leur situation. Ensuite, on introduit la solution IoT et on va simuler l'utilisation d'une solution donnée en ayant quantifié les coûts environnementaux de cette solution dans son extraction de matières premières, dans sa fabrication, dans sa distribution, dans son utilisation et sa fin de vie. Et enfin, on va pouvoir aider ce dirigeant à prendre une décision sur est-il pertinent ou non d'investir dans ce type de solution. Au même titre qu'une entreprise saine regarde d'abord son retour sur investissement financier avant de se lancer dans un projet, eh bien on aimerait que cette approche-là soit démocratisée pour également les solutions technologiques numériques notamment. Alors maintenant, on est là pour ça. Ça veut dire quoi en fait, quantifier l'IoT? C'est la prochaine phase, et puis ensuite, je pourrais prendre vos différentes questions si vous en avez. Alors, pour faire très schématique, et je ne veux pas du tout faire offense à des gens qui seraient professionnels de l'Internet des objets,
Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça. Géraldine a dit, je suis né dedans, donc je sais que c'est un peu plus compliqué que ça. Toujours est-il qu'on peut schématiser une solution d'objets connectés en 3 tiers. Une première partie qui est le système d'objets connectés qui sont souvent déployés sur le terrain, un système de réseau et un système de services web, cloud ou pas cloud, peu importe. Soit dit en passant, c'est cette même nomenclature ou cette même distribution qui a été retenue par l'ADEME et l'ARCEP, ou en tout cas les personnes qui ont travaillé sur le rapport ADEME-ARCEP qui est sorti en janvier de cette année sur l'empreinte environnementale du numérique en France. Et ce rapport conclut, après des analyses de cycle de vie, je ne vais pas vous faire offense en vous expliquant en détail ce que c'est, mais après les analyses de cycle de vie du numérique en France, on conclut que si on prend uniquement l'empreinte carbone, près de 80% de l'empreinte du numérique réside dans les terminaux, c'est-à-dire la partie que vous voyez sur votre gauche, les systèmes d'objets. Et si on élargit à différents indicateurs environnementaux, qui peuvent être la consommation en minéraux et en métaux, en énergie primaire, en eau, etc., entre 65 et 90% de cette empreinte environnementale réside dans les terminaux. Alors, on va prioriser l'analyse des terminaux. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, comment on fait ? Pour les personnes qui étaient à l'InnoSpace juste avant, il y a un petit stand Continental où il parlait d'analyse de cycle de vie, qui permet de faire de la quantification sur différentes dimensions environnementales de biens et de services. Pour ce qui concerne les objets connectés, je présente ici 3 méthodes qui sont réputées utiles et utilisables. En bas à gauche, vous voyez la méthode qui est la plus rapide, celle qu'on peut faire en quelques minutes, qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement en argent, mais qui est assez grossière, ce qu'on appelle le ratio poids. Grosso modo, je vais donner des chiffres pour faire arrondi, si un smartphone pèse environ 50 kg de CO2 équivalent, mon objet connecté, et que le smartphone pèse 500 grammes, et que mon objet connecté pèse 100 grammes, eh ben, je vais considérer que mon objet connecté pèse 5 fois moins de CO2 équivalent, c'est-à-dire 10 kg. Hop, j'ai arrondi. Ça donne un ordre de grandeur, ça se mérite là, mais c'est une approximation grossière qui peut être discutable. Un smartphone contient un écran LCD, tactile, etc. L'objet connecté peut-être pas, donc peut-être qu'on a maximisé son empreinte, mais c'est pas mal. Dans d'autres cas, on va minimiser l'empreinte. Mais ça a cet avantage de pouvoir faire des calculs rapides. Et je vous l'avoue, au quotidien, c'est ce que je fais. Je regarde rapidement, j'ai quelques référentiels et puis ça me donne des ordres de grandeur. À l'autre bout du spectre, qui coûte beaucoup plus cher, de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, qui coûte plus cher en temps également, ça peut prendre plusieurs mois, mais qui est très précis, l'analyse de cycle de vie complète, où on regarde tout depuis l'extraction des matériaux jusqu'à la fin de vie, en passant par l'utilisation, etc. Et puis au milieu, il y a des méthodes d'analyse de cycle de vie simplifiées, dont le bilan produit, vous voyez, c'est une marque déposée par l'ADEME. C'est un utilitaire qui est en ligne sur un des sites de l'ADEME, où vous allez pouvoir faire une estimation assez rapide, de l'ordre de quelques heures, si vous avez toutes les bonnes informations, du bilan produit, que ce soit un objet numérique, un t-shirt, etc., en prenant en données d'entrée les matériaux et les procédés qui sont utilisés pour fabriquer cet objet. Ça a l'avantage d'être un peu plus précis que le ratio poids et l'inconvénient d'être beaucoup moins précis que l'analyse du cycle de vie complète. Toujours est-il que c'est intéressant et malheureusement, il faut être formé à l'analyse de cycle de vie pour vraiment comprendre comment utiliser cet utilitaire. Alors, fort de cette expérience, sachant qu'on est nous-mêmes assez vistes, c'est ceux qui font les analyses de cycle de vie, on a travaillé sur une méthodologie qu'on a appelée Sober IoT, comme sobriété. Et cette méthodologie a pour ambition d'être un compromis entre le ratio poids, le bilan produit et l'analyse de cycle de vie complète. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps, mais pour vous donner un peu l'approche méthodologique que l'on a adoptée pour ça, sachant que notre ambition, c'est de contribuer à des biens communs numériques en travaillant avec d'autres collectifs qui travaillent sur l'empreinte environnementale du numérique. On a eu Boa Vista hier qui a pas mal échangé sur l'empreinte du numérique côté serveur notamment. Et c'est un des collectifs, plus Good IT sur Toulouse, plus quelques institutionnels et universitaires, notamment en Belgique, avec qui on travaille sur ce type de méthodologie.
Alors, ce que l'on a fait en nous inspirant de travaux de l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique, en comparaison avec les 3 autres méthodes que je vous ai présentées avant, c'est de définir une approche par ce qu'on appelle des blocs fonctionnels. Connaissant bien l'Internet des objets, aussi bien matériel que logiciel, on a découpé le portrait robot d'un objet connecté en disant tiens, il y a telle et telle composante qui sont fréquemment rencontrées dans ces différents objets. Et on travaille sur ces composantes, ces blocs fonctionnels, en leur donnant un niveau de complexité, ce qu'on appelle ici le niveau de spécification matérielle. Et à partir de là, on a dessiné, je ne vais pas tout vous lire, les différents blocs fonctionnels d'un objet connecté. Et à chacun de ces blocs fonctionnels, on a associé différentes analyses de cycle de vie sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai pris l'exemple de l'interface homme-machine. Une interface homme-machine peut prendre différentes formes. On a parlé tout à l'heure du smartphone avec un écran LCD, tactile, utilisant différents matériaux. Il me semble que un des conférenciers a parlé, je pense que c'était Emmanuel, de l'indium, du gallium, on parle du cobalt, de lithium, il y a tout ça. Donc dans l'interface homme-machine, si l'écran LCD est le niveau de complexité maximum, le HSL niveau 5, HSL comme Hardware Specification Level, un objet connecté qui n'a aucune interface machine, donc qui est juste un bloc de plastique sans rien du tout, niveau 0. Et si on met une LED ou un bouton poussoir, on va peut-être arriver au niveau 1, et puis on a tout ce gradient comme ça. Et on travaille pour chacun de ces blocs fonctionnels à déterminer quels sont les différents grades, les différents niveaux. Et pour chacun de ces niveaux, nous effectuons des analyses de cycle de vie, des vraies analyses de cycle de vie, qui nous permettent de dire un composant module radio, par exemple 4G, va peser tant en carbone ou tant en ressources abiotiques. Et puis une fois qu'on a fait cette modélisation, on va pouvoir sortir un score. Alors ici, je vous ai mis un extrait des travaux originels de l'Université catholique de Louvain. Vous pouvez peut-être le voir ici, il y a un peu moins de blocs fonctionnels, il y a un peu moins de niveau de granularité sur les HSL, tout simplement parce que Thibaut Pierson de l'Université de Louvain a beaucoup travaillé sur des objets connectés grand public. Quand nous, chez Mabana, travaillons sur des objets connectés qui sont utilisés par les professionnels, Continental, Airbus, EDF, tous utilisent des objets connectés qui n'ont pas du tout les mêmes spécifications que la montre connectée ou l'assistant vocal dans la maison. Et donc on a étendu ces travaux. Là, ici, je donne un exemple de travaux qui ont été publiés, donc qui sont disponibles en ligne, c'est pour ça que je peux me permettre de le faire ici, avec en plus l'autorisation de Thibaut, où là, vous voyez, en haut, bon, je vais passer ce découpage en blocs fonctionnels, mais ce qui est surtout intéressant, c'est en bas, à gauche, vous voyez ce qu'on appelle le profil environnemental, qui est réparti sur les différents blocs fonctionnels, et c'est ce genre de score que nous sommes en train de mettre en place dans les objets connectés professionnels. Et puis sur la droite, vous voyez ce score, ce profil qui est transformé, en l'occurrence ici, sur l'empreinte carbone qui est déduit des différents blocs fonctionnels qui ont été évalués. Alors, une fois qu'on a ça, on se dit, bon bah oui, mais la faute d'objet, c'est 80% des impacts, et il en reste 20. 5% dans les réseaux, 15% dans les data centers. Alors sur les réseaux, on a de la chance en France, on s'appuie non pas sur des ACV qu'on fait nous-mêmes, mais sur la loi. La loi Rennes impose aux fournisseurs d'accès de publier, en France, de publier l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone du trafic qui est fait sur leur réseau. La loi Rennes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui a été votée il y a un peu plus de 18 mois et qui est mise en application en France auprès des opérateurs télécoms depuis janvier. Cela dit, tout le monde n'est pas encore appliqué à cette loi, je vais y revenir dans 2 minutes. Et puis enfin, il y a le système de services numériques. Alors je vous ai déjà expliqué la notion de bloc fonctionnel et de HSL, on a introduit la SSL, Services Specification Level, je vous le passe, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. On découpe quels sont les blocs fonctionnels classiques utilisés dans l'Internet des objets, et on en fait une quantification. Alors je dis on en fait une quantification, on démarre. Et puis pour ceux qui ont suivi ce matin et hier les différentes conférences, c'est un grand chantier. Mais on se rapproche de différents collectifs comme Moavista pour pouvoir travailler ça ensemble et pouvoir donner des scores intéressants. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire parce qu'on est en plein dedans.
Tout d'abord, continuer nos évaluations des blocs fonctionnels. On a démarré, on travaille, il n'y a pas que nous, on est entouré d'autres sociétés qui sont incévistes pour continuer les évaluations de blocs fonctionnels. Et cela dit en passant, si parmi vous, il y a des gens qui fabriquent les différents composants de ces blocs fonctionnels, ça nous intéresse parce qu'on a besoin d'avoir le plus de benchmarks possible. Et puis on compare cette approche par bloc fonctionnel avec des analyses de cycle de vie simplifiées, on ne fait pas des trucs qui durent 6 mois, basées sur des objets connectés complets. Et donc on est dans ce travail-là. On s'appuie sur certaines bases de données environnementales qui ont déjà des informations préqualifiées d'objets connectés. On en fait quelques autres et puis on compare un peu ça pour valider que la méthodologie est OK. Et puis juste après, on va démarrer une campagne de référencement pour avoir le plus de solutions IoT du marché qui sont éco-scorées et qui vont pouvoir être fournies aux différentes personnes qui veulent faire cette analyse avant de déployer des objets connectés. Et on a pas mal de personnes qui sont intéressées, notamment chez les institutionnels. Et puis la dernière partie, c'est sur les réseaux, où je vous ai parlé des fournisseurs d'accès. Certains fournisseurs télécoms dans l'IoT utilisent des bandes non licenciées et donc ne sont a priori pas soumises à la loi. Et on veut travailler avec eux pour pouvoir évaluer également l'empreinte environnementale de ces réseaux sur les bandes non licenciées. Et voilà, c'est tout pour moi.